truc qu'on m'a apporté, je sais que c'est pas. Ah. Fait que je vais te laisser y aller. OK. Ça va. Ça arrive des fois comme ça. Comment? Ça arrive des fois. Ouais, Des c'est ça. présentations vont moins bien. T'es-tu correct? Fait que t'as un cliqueux quelque part sur là-bas pour les faire avancer. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas. Fait que comment tu veux qu'on se regarde? C'est quoi? Tu vas suivre? T'es sûr? Ok. OK. On commence? Comment? Ouais, c'est correct? On start? OK. Bonjour. Bonjour et bienvenue à un premier pas vers un gouvernement ouvert de Éric Lacourcière et Jean-Sébastien Guy. Je vais les laisser se présenter. Jean-Sébastien? Oui, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Sébastien Guy, je suis directeur de compte chez Estrie Canada. Je suis basé au bureau de Québec, ça fait environ 8 ans. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais être accompagné d'Éric Lacourcière, qui est spécialiste en solutions technologiques chez nous, aussi basé à Québec depuis environ 2-3 ans maintenant. Donc, la présentation d'aujourd'hui, comme vous le voyez, porte sur les données libres, mais aussi d'un peu la démarche des données libres dans un contexte de gouvernement ouvert, puis dans le fond, de comment ça s'inscrit là, comme étant une étape et non pas nécessairement juste une finalité. Merci. Donc, comme je vous le dis, avant de passer au vif du sujet, soit les données, je voulais juste revenir un petit peu sur la notion de gouvernement ouvert. C'est quelque chose qui est assez tendance. C'est quelque chose qu'on entend parler de plus en plus dans les médias, dans le jargon, dans le giron aussi de la technologie. Donc, un peu les trois piliers que vous voyez à l'écran pour le gouvernement ouvert, on parle vraiment de transparence de l'État envers le citoyen, envers les contribuables, la participation du citoyen et aussi la collaboration de celui-ci. Idéalement aussi, quand on parle de gouvernement ouvert, tout ce beau monde-là travaille, participe ensemble en utilisant les médias du Web 2.0. Donc, on parle des médias sociaux et différentes plateformes que l'État va mettre à la disponibilité du citoyen pour que les deux puissent communiquer ensemble. Quelques exemples. Quand on parle de gouvernement ouvert, c'est sûr qu'il y a toujours le fameux data.gov aux États-Unis qui est une référence très forte dans le domaine. Au Canada, en faisant quelques recherches, j'ai été assez surpris moi-même de voir qu'on avait maintenant une politique de gouvernement ouvert. Au Québec, par contre, c'est pas encore clair, c'est pas encore défini. Il y a une consultation présentement qui est en cours par le gouvernement pour un petit peu aller chercher le pouls de la population à ce sujet-là. Il y a aussi différentes initiatives qui ont été lancées plus au niveau municipal avec la capitale ouverte dans la région de Québec et Montréal ouvert pour la métropole ici. C'est pas des politiques, par contre, c'est des mouvements qui poussent, dans le fond, à forcer les agences publiques à se doter de politiques de gouvernement ouvert et de partage de données aussi. Qu'est-ce qu'on entend par données ouvertes? C'est pas n'importe quoi. Donc, on parle, dans un premier temps, d'une donnée qui ne relève pas de la vie privée ou de la sécurité publique. Donc, il y a quand même, on ne décide pas de partager n'importe quoi avec n'importe qui quand même. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de données ouvertes, ce qu'on veut, ce qu'on cherche à faire, l'objectif final de ça, c'est de rendre disponibles des données à un groupe d'utilisateurs qui vont réutiliser ces données-là pour, si on peut dire, innover, donc utiliser de façon nouvelle ou non planifiée, non prévue ces données-là. Donc, on cherche vraiment à aller tirer profit de l'innovation, dans le fond, à l'extérieur de l'organisation. Donc, un petit peu les avantages au niveau des données ouvertes. Bon, j'en ai parlé un petit peu. L'innovation, c'est bien entendu. Je vous dirais, c'est le gros levier présentement qui est utilisé comme façon, comme avantage, comme bénéfice potentiel pour faire lever des mouvements de gouvernement ouvert et de partage de données. Vous en avez d'autres. En bas de l'écran, je vous ai mis un lien que je vous invite tous à aller consulter. C'est pas nécessairement géographique, puisqu'on n'a pas encore touché à cet aspect-là, mais c'est pas vraiment une étude très scientifique, mais bref, c'est un groupe de personnes qui a décidé d'utiliser des données qui étaient publiques, notamment qui venaient de l'Agence de Revenu Canada,
qui était par rapport aux gens qui font des cotisations volontaires à des œuvres de charité comme Centraide, etc. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu de fraude à ce niveau-là. Puis quand je parle d'un petit peu, on parle de 3,2 billions, fait que c'est pas n'importe quoi. Puis ça a été possible, si on peut dire, grâce au fait que le gouvernement avait rendu public ces données-là à n'importe qui. Quand on parle ensuite de données géographiques, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse tous ici, on est à Géomatique 2011, donc on se fout un petit peu du reste. Les données géographiques qui ont une particularité, c'est que dans le fond, il y a toujours une géométrie, il y a toujours un contexte qui est fourni avec la donnée. Et c'est une des raisons pourquoi les administrations publiques, les villes, les gouvernements vont choisir de rendre disponibles dans un premier temps des données géographiques et non pas des données financières ou etc. Pourquoi? Bien, comme je vous dis, la carte, c'est un langage universel. Tout le monde comprend une carte. Commencer à éplucher un rapport de 250 pages sur une étude géotechnique dans un endroit, ça peut être plus complexe pour la majorité de la population, des citoyens. Tandis qu'une carte, avec des endroits où il y a eu des travaux routiers ou des entraves à la circulation, d'un moyen visuel de communiquer, c'est très, très, très facile pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs villes, comme il y a Calgary au Canada, vous voyez ici Nanaimo, Ottawa. Ottawa, en passant, qui est un leader dans le domaine, un très beau catalogue de données disponibles sur Internet. On a des exemples québécois aussi, quand même, il faut le noter. Donc, il y a Sherbrooke qui a décidé de rendre disponible à la population certaines données. Je ne sais pas s'il y en a hier qui ont assisté au WareCamp qui se faisait en marge un peu de l'événement de cette semaine. Mais il y a un point qui a été abordé qui est drôlement intéressant, qui est les données ouvertes, c'est super, je veux dire, personne n'est contre ça. Mais jusqu'à quel point le simple fait de rendre disponible des données à la population va vraiment aider à rejoindre l'objectif du départ, donc de gouvernement ouvert, donc de collaboration, de transparence, si les gens qui téléchargent ces données-là ne sont pas capables de les comprendre. Puis là, je veux juste mettre les choses au clair. Quand on parle de données ouvertes, on parle aussi de formats ouverts par la force des choses, donc des données dans certains formats interopérables que n'importe quelle plateforme va être capable d'interpréter. Par contre, ici, bon, on est tous et toutes, ou presque des géomaticiens ou des gens qui touchent de près et de loin à cette industrie-là. Mais pensez à votre beau-frère, votre belle-sœur, votre mononcle, votre ma-tante, qui, eux, n'ont peut-être pas les connaissances pour traiter cette information-là. Donc, quand bien même qu'on leur donnerait le fichier du zonage de la Ville de Québec ou de Montréal, ça, je veux dire, il y a une limite à ce qu'ils vont être capables de faire ou de comprendre, d'interpréter avec cette donnée-là. Donc, c'est pour ça, nous, ce qu'on pense, ce qu'on croit, c'est que la donnée ouverte, c'est bien, il faut continuer dans ce créneau-là par souci de transparence. Mais aussi, il faut offrir plus que juste la donnée, il faut l'enrober, il faut la livrer, comme la packager, vers une plateforme où que là, les gens vont être capables vraiment de l'exploiter sur le champ. Puis là, je parle des gens, je parle des gens non connaisseurs, si on peut dire, en géomatique. De notre côté, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi créé une plateforme qui permet de faire ça, qui est ArcGIS Online. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Mais juste pour vous montrer 2-3 exemples, je vais céder la parole à Eric pour qu'il puisse vous montrer qu'est-ce qu'on entend par pas juste la donnée ouverte, mais vraiment offrir un cadre, une plateforme pour utiliser cette donnée-là sur le champ. Merci Jean-Sébastien. Bonjour tout le monde. Donc, premier exemple que je vous montre, c'est la ville d'Edmonton qui a décidé de créer un portail, non seulement pour partager des fichiers, un peu comme Jean-Sébastien parlait, mais aussi offrir l'accès à cette information-là via de la cartographie pour que les gens puissent le consulter donc directement dans la carte, voir comme dans ce cas-ci des terrains qui sont à vendre, consulter des PDF. Il y a la possibilité de filtrer les différents points, les différentes informations, puis aussi de la télécharger donc dans différents formats qui seraient déjà soit créés comme en fait un PDF ou qui serait aussi de la donnée qu'on peut intégrer dans nos systèmes. On a aussi le potentiel de prendre du code HTML qui est déjà créé dans un iframe pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de notre propre site Internet. Parlant d'intégration, j'en ai un exemple ici, à l'intérieur d'ArcGIS Online. Donc, dans un premier temps, l'information que j'ai, c'est à la fois un service de cartographie qui est gratuit, donc qui provient des serveurs d'Esri.
On a par-dessus un service comme par exemple une municipalité pour rendre disponible ses affectations. Dans ce coin-ci, on a des sentiers pédestres. En fait, la ligne que vous voyez présentement, c'est une ligne qui a été tracée au GPX, qui a été intégrée dans la carte. Si on veut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, on peut ajouter de la donnée. Puis cette donnée-ci pourrait être, par exemple, un shapefile. Donc, toutes les couches que vous voyez ici, c'est un shapefile qui a été zippé dans le fichier qui est ici. On va conserver l'information sans la généraliser. Donc, au bout de la ligne, via le portail de ArcGIS Online, ce que vous faites, c'est que vous créez une cartographie sans programmation à l'aide de la donnée que vous avez dans vos serveurs déjà, dans vos ordinateurs. Vous pouvez la transiger soit à l'aide d'ArcGIS Server, avec les deux couches qu'on a présentement à l'écran, mais aussi fonctionner en mode de shapefile comme on a vu. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez modifier le symbole. Tout ça c'est fait dans le but, je vais le faire par exemple par le nom du sentier. Tout ça est fait dans le but d'offrir un accès facile à l'information à la population. Donc, ici, en appliquant mon sentier devient rouge, etc., je pourrais faire la même chose de l'autre côté, étant donné qu'on est un petit peu pressé, je ne le ferai pas. On pourrait configurer aussi la bulle d'information pour que, un peu sur le même principe ici, seulement certaines informations se retrouvent à l'intérieur de mon sentier. Je pourrais afficher une petite image qui est stockée sur le web. Présentement, je ne le ferai pas nécessairement parce que ce que je veux vous montrer plutôt, c'est qu'en sauvegardant ma carte sur le système, je peux la partager, je dois la partager à l'ensemble du public, mais j'obtiens ici du code que je n'ai pas besoin nécessairement de comprendre, mais tout simplement de paramétrer ici, comme par exemple, je veux avoir une largeur de 700 et une hauteur de 440, par exemple. Puis maintenant, en prenant simplement cette information-ci, je vais aller sur un autre site Internet que j'ai de présent. Et voilà. Donc, rapidement, je suis sur un site ici pour les sentiers pédestres. Justement, il y a une carte statique. Si je veux voir qu'est-ce que ça donne l'intégration de ma carte, je passe par un petit logiciel ici qui me permet de modifier ce que j'ai à l'écran. Je place tout simplement ici mon lien. Puis, d'une carte statique, je me retrouve donc ici avec de la cartographie qui est interactive. Dans ce cas-ci, c'est une présentation. Je pourrais me rendre directement au niveau de mes sentiers, la réserve écologique, etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment interactif. Puis, il y a possibilité de faire ça sans aucune programmation. Étant donné ça va très vite, je vais retourner la parole à Jean-Sébastien. Merci. Fait que, juste pour revenir vite sur la présentation, quand je vous parlais de plateforme, c'est vraiment ça. C'est à l'aide d'une plateforme qui, elle, contient déjà des données sources, des données brutes qui ont déjà été intégrées, etc. Vous pouvez vraiment juste venir ajouter vos informations à vous, vos informations privées. Puis là, pouvoir faire ressortir certains phénomènes. Dans ce cas-ci, on ne s'est pas cassé la tête, on s'entend. C'est quelqu'un qui est allé faire du hiking, puis avec sa montre GPS, il a ramassé le fichier GPX, puis il a pu se créer lui-même une petite application qui aurait pu aller intégrer sur son blog personnel, ou etc. Mais il n'y a rien qui vous empêche, via des fichiers interopérables, des services web interopérables, d'aller faire un petit peu d'agglomération de tout ça. Comme vous avez vu, dans le fond, pour en arriver là, ce que vous avez besoin, ou ce que les gens ont besoin, c'est d'un cadre, donc d'une base, d'un base map, comme on dit en bon jargon géomaticien. Puis c'est un peu ce qu'on essaie d'offrir de plus en plus de notre côté. Donc, on offre la fameuse carte communautaire. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, mais c'est un programme qu'on a lancé environ depuis 1 an, puis dans lequel on offre différents services. Mais un des services principaux, c'est qu'on collecte l'information gratuitement des agences, des municipalités qui sont prêtes à nous les donner. Nous, on va toutes les fusionner, on va appliquer un beau rendu cartographique là-dessus, puis on va les resservir gratuitement sur notre plateforme que vous venez de voir, qui, dans ce cas-ci, qui est ArcGIS Online. Puis à partir de là, on laisse, dans le fond, on revient rejoindre un peu les objectifs qu'on a vus tantôt, c'est qu'on laisse place à l'innovation des gens, de créer eux-mêmes des applicatifs en utilisant ces données-là. Sauf que nous, dans le fond, on se tape un peu la job plate d'intégrer ces données-là pour les rendre disponibles aux gens via différents API que vous pouvez utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme je vous dis, on offre le service vraiment complet de prendre vos données, soit en shapefile, puis nous, on va tout s'occuper de la job, après ça, les intégrer, d'appliquer un beau rendu cartographique, de les tuiler et de les servir. Donc, ce qui est servi sur Internet, c'est jamais la donnée brute, c'est juste une représentation de celle-ci. Les avantages que ça vous donne au niveau des participants,
je vous dirais le plus gros, c'est au niveau de le temps. Vous n'avez pas le temps, les efforts à mettre là-dessus. Vous pouvez passer à faire des travaux plus importants, qui vont être plus importants pour votre organisme, au lieu de créer des tuiles, des fonds de cartes, ce qui est assez peu intéressant. Je vous dirais, il y a plusieurs villes, plusieurs agences aussi ministérielles qui sont déjà embarquées dans le programme. Vous voyez une petite liste ici non exhaustive, pardonnez-moi. Il y a aussi 2 participants québécois, donc il y a la ville de Sherbrooke et Gatineau qui sont embarqués. Puis en primeur, on voulait vous annoncer qu'il y a la ville de Québec maintenant qui va participer au programme. Oui, merci, c'est bon. Donc, ça va être super disponible pour la grande région de Québec. Vous allez avoir, dans le fond, les données qui arrivent directement de la source, de la ville de Québec, qui vont être utilisées par ça. Je vais déjà venir une question qui va me dire, OK, bon, c'est super, mais c'est quoi la différence avec OpenStreetMap ou d'autres initiatives un peu similaires? La grosse différence, c'est que nous, on contacte les agences qui sont propriétaires de l'information, donc qui ont la responsabilité de mettre cette information-là à jour. On n'est pas contre le fait de faire participer les gens pour dire, bon, l'adresse n'est pas bonne ou la rue ne passe pas à la bonne place dans mon coin, mais c'est pas le but de l'initiative pour l'instant. C'est vraiment d'aller chercher la donnée à la source des agences qui ont le pouvoir autoritaire de mettre cette donnée-là à jour. Peut-être en terminant, quelques considérations, discussions. Vous allez avoir une période de questions aussi. Comme on l'a mentionné, il y a plusieurs bénéfices. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont probablement inexploités, qu'on ne connaît pas encore pour l'instant. Un des points, par contre, qu'il va falloir faire attention, c'est que les agences qui vont rendre disponibles les données, que ce soit via des politiques de open data ou des plateformes qu'on a vues via des API, c'est qu'il va vraiment falloir que ces agences-là mettent l'emphase sur la qualité des données, la mise à jour, la précision de ces données-là. C'est bien d'offrir une donnée, même si c'est une donnée libre, donc théoriquement il ne peut pas avoir de recours contre l'organisme. Il faut quand même que la municipalité, le gouvernement, il va falloir mettre beaucoup d'emphase sur la qualité de la donnée avant de la rendre disponible. Un point aussi qui est, je vais appeler ça gérant d'estrade, mais bon, imaginez-vous si, exemple, il y a 7-8 millions de Québécois qui se mettent à challenger les décisions de tout le monde qui sont prises parce qu'ils ont accès aux données. Ça peut devenir un petit peu chaotique, cacophonique. Je ne vous dis pas c'est ce qui va arriver, mais c'est quand même un point, je pense, qu'il faut prendre en considération. C'est qui a vraiment le pouvoir autoritaire de dire oui, non, c'est pas ça, ou etc. C'est bien de faire collaborer les gens, mais il faut encadrer, je pense, ce processus-là. Puis comme je vous disais, la donnée brute, c'est bien. On n'est pas contre, mais je pense que de l'offrir via une plateforme qui est déjà prête à exploitation, utilisation, c'est encore mieux. Les deux ensemble, c'est parfait, c'est vraiment vers là, je pense qu'on devrait s'en aller au niveau de la politique. C'est tout. Questions? Je crois que vous nous montrez bien que les avantages de la cartographie collaborative ou des données ouvertes, chacun bénéficie de ce que les autres ont réalisé. On le voit bien ici, Esri avec ses produits, passe d'une plateforme logicielle GIS avec une capacité d'offrir en même temps des cartes à l'intérieur par le site web et probablement éventuellement dans leur package de logiciels. Vous parlez de la qualité des données. Aujourd'hui, ça a un coût quand même, cette donnée de politique ouverte, parce que quelqu'un, quelque part, paie quand même pour cette information-là. En la mettant ouverte, on peut s'attendre à ce que d'autres viennent l'enrichir, la source. Vous avez mentionné comment c'est important la qualité de données. Les attentes sont toujours de plus en plus grandes pour que la qualité soit maintenue. Et on voit que dans ce domaine de 2.0, le gouvernement, les agences, comme vous les appelez, participent de plus en plus avec le public, avec d'autres ministères. Maintenant, on voit que Esri tire son épingle du jeu en étant capable, par exemple, dans ce cas-ci, vos applications sont beaucoup basées sur les données des agences, nommément Canvas, qui est le produit que nous, on réalise, qui est votre base régionale d'information dans votre... À partir de quel moment on pourra voir arriver les entreprises privées qui, généralement, reçoivent cette information-là, font des produits et services, et Dieu merci, mais à partir de quel moment ils vont devenir aussi des joueurs qui vont contribuer à l'amélioration de la donnée de base. Si on ne la vend plus, la donnée, s'il n'y a plus de droit d'utilisation, puis là, on se met ensemble entre organisations publiques, à but non lucratif,
académiques et même citoyens pour essayer de garder cette base-là en vie? À partir de quel moment? Puis c'est quoi les plans pour des entreprises comme la vôtre qui font de l'argent, c'est très bien, qui font de l'argent avec la carte de base, de venir s'impliquer avec cette communauté-là pour dire, moi aussi, je veux contribuer à l'amélioration de la donnée de base pour que mon service soit pertinent? Oui, en fait, je rectifie un point, on ne fait pas d'argent sur ça, c'est une démarche communautaire, comme on l'a dit, là. C'est pas... on ne revend pas la donnée par la suite, on fait juste la rendre disponible en ligne, puis les gens, comme vous avez vu tantôt avec Eric, n'importe qui peut aller l'utiliser. Pour répondre à la question, les entreprises privées, on a déjà approché certaines entreprises privées pour savoir s'ils étaient intéressés d'embarquer dans cette aventure-là. Puis un des gros problèmes qu'on a présentement ou que ces compagnies-là ont, c'est les copyrights sur les données. Souvent, les données pour un projet, on va prendre un exemple fictif. Vous avez une firme d'ingénieurs qui fait une réponse à un appel d'offres d'Hydro-Québec pour une ouverture de ligne dans le Grand Nord. Les données qui vont être accueillies par le client, la firme d'ingénieurs, pour le projet, vont être des données de la BDTQ forcément. Sinon, ça va être des données qu'eux-mêmes vont aller cueillir sur le terrain via des campagnes, etc. Puis encore là, ces données-là, pour les données de la BDTQ, comme je vous dis, c'est les principes de copyright qui s'appliquent. Pour la donnée du projet lui-même, souvent ce qui va arriver, c'est que la compagnie va simplement dire c'est moi qui ai payé pour ces données-là. Puis comme on est dans le privé, c'est sûr que le levier, je vous dirais, du citoyen payeur de taxes contribuable qui contribue dans le fond à ce que le gouvernement ait saisir cette donnée de base-là n'existe plus. Là, c'est quoi le levier pour convaincre une agence privée de dire donnez-nous votre donnée pour laquelle vous avez investi du temps et de l'argent pour aller la saisir sur le terrain? Je vous dirais, on est vraiment pas fermé à l'idée. Comme je vous dis, on a approché des agences pour le faire, mais ça n'a pas été positif. C'est peut-être de notre faute. On n'a peut-être pas eu des arguments assez convaincants pour inciter ces gens-là à le faire. Mais je vous dirais, on est plus couvert à cette opportunité-là là, de faire participer les agences privées à cette démarche-là. Ça, c'est bien, c'est sûr. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour une autre question. Le temps est écoulé. Oh. Juste dire, on est au kiosque. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent en discuter avec nous, moi et Eric, on s'en retourne au kiosque. Fait que gênez-vous pas. Merci.